Encourager les joueurs lors d'un match, il n'y a rien de plus amusant. En tant que cheerleader, c'est notre moment. Le match de Thanksgiving tenait une place particulière dans le cœur d'Amy. C'était une rencontre importante. Tous les supporters s'étaient réunis. Mais ce jour-là, elle manquait à l'appel. Je lui ai dit, comment ça? Amy n'était pas rentrée la veille. On s'est demandé où elle pouvait être et on a commencé à s'imaginer le pire. La mort de quelqu'un, c'est bien plus important qu'un simple match. La portière était ouverte, mais il n'y avait aucune trace d'Amy. Il s'était passé quelque chose. Je me souviens d'être tombée à genoux et de m'être mise à crier. Ça s'était reproduit. Est-ce que quelqu'un ciblait les cheerleaders? Au début des années 80, c'était une grande chance de grandir à Parsippany. La ville est proche de New York. On était à Manhattan en seulement 30 minutes en bus. Certains d'entre nous y allaient très souvent avec leurs parents. Et d'autres n'y allaient jamais parce qu'ils trouvaient la ville trop grande. Dans notre petite ville, on se sentait totalement en sécurité. Les matchs de football américain étaient les plus gros événements sportifs auxquels les cheerleaders participaient au lycée de Parsippany Hills. On portait notre uniforme à l'école et on se rassemblait le vendredi avant les matchs. Tout le monde nous regardait. On se nourrissait de toute cette énergie. Lorsqu'on portait la veste de notre uniforme, il y avait toujours quelqu'un pour nous dire « Allez les Vikings !» On aimait être remarqués. On la portait sans arrêt. Notre dernier entraînement a eu lieu le mardi 23 novembre. On s'entraînait une dernière fois avant notre grand match. Il y avait un grand rassemblement. C'était le week-end de Thanksgiving. C'était toujours le match le plus important de la saison. On s'amusait et on riait quand on se préparait dans les vestiaires. On était toutes surexcitées à l'idée des 2 jours à venir. Tout le monde se disait « Bon entraînement à tous, ne vous en faites pas, on est prêts ». Je me souviens qu'Amy pensait elle aussi que tout allait bien se passer. Après l'entraînement, Amy est partie travailler au centre commercial Morris County City Mall. Si mes souvenirs sont bons, elle portait une jupe et un pull violet. Je me rappelle très bien m'être dit qu'elle était magnifique dans cette tenue. Elle travaillait dans un magasin de vêtements. Elle était obligée d'être bien habillée. Et elle l'était toujours. Elle a raccompagné 2 amis chez elle en voiture ce jour-là, juste avant d'aller au travail. Mes amis m'ont dit après coup, on n'aurait jamais imaginé que c'était la dernière fois qu'on allait la voir et lui parler. Les heures passaient, mais toujours aucune nouvelle d'Amy. Sa mère a commencé à s'inquiéter quand elle a vu qu'elle n'était toujours pas rentrée du travail. Dans les années 80, c'était moins facile de s'appeler. Les portables n'existaient pas encore. Elle a fini par se rendre sur le parking du centre commercial dans lequel Amy travaillait. C'est là qu'elle a retrouvé la voiture de sa fille. Elle a appelé la police. Quand nous sommes arrivés sur les lieux du crime, il faisait nuit. Hormis les voitures de police, il n'y avait aucun autre véhicule à l'exception de celui d'Amy Hoffman. Le Morris County Mall était l'un des plus gros centres commerciaux de la région. Il y avait beaucoup de magasins et beaucoup de passages. Il y avait aussi souvent des crimes. La route principale se trouve à 10 ou 12 mètres en hauteur par rapport au centre commercial. Alors on se retrouve assez isolé. Et à cette époque-là, il n'y avait aucun vigile. Quand les employés se rendaient à leur voiture à la fin de la journée, ils étaient seuls. La portière était ouverte, son portefeuille était sur le siège avant de la voiture, les clés étaient sur le contact.
Cela indiquait une chose, elle était partie brusquement. Ce n'était absolument pas planifié. Ses affaires étaient là, mais il n'y avait aucune trace d'Amy. Il s'était passé quelque chose. Quand nous sommes arrivés au lycée le mercredi, nous avons tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Une de mes copines est venue me voir devant les casiers et elle m'a dit « Je suis pas sûre qu'il va y avoir de regroupement avant match ». Je lui ai dit « Comment ça ?» Et elle m'a répondu « Amy n'est pas rentrée hier soir ». La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Chaque personne qui apprenait la nouvelle l'annonçait à quelqu'un d'autre. Quand nous sommes rentrés en classe pour notre premier cours, toute l'école était déjà au courant. Si elle avait été malade, elle l'aurait dit à un de ses amis. Quelqu'un l'aurait su. Alex, le petit copain d'Amy, jouait dans l'équipe de football américain. Il ne lui avait pas parlé et ne savait pas où elle était. Il n'avait aucune nouvelle d'elle. Alex était un bon joueur. C'était un grand gaillard. À première vue, on pouvait avoir un peu peur de lui, mais quand on le connaissait, on savait qu'il était adorable. Il n'y avait que sur le terrain qu'il lui arrivait de s'emporter. Ils ont commencé à se fréquenter début novembre. Puis ils sont rapidement sortis ensemble. Elle est tombée amoureuse de lui, puis c'est devenu réciproque. C'était sa première petite amie. À cette époque, quand les lycéens sortaient ensemble et se mettaient en couple, si on peut dire, c'était souvent leur première relation amoureuse. Sa rencontre avec Amy l'a transformé. Quand elle a disparu, il s'est renfermé de plus en plus sur lui-même. Le jeudi 25 novembre est enfin arrivé. C'était le jour du grand match de Thanksgiving. Cela faisait 4 ans que nous attendions ce moment impatiemment. Mais ça a été très difficile de se lever ce jour-là et de se préparer pour aller au match. On essayait de faire bonne figure. Je me souviens avoir parlé aux joueurs. J'ai dit aux jeunes, et tout particulièrement à Alex, si vous n'avez pas envie de jouer, ce n'est pas grave. Il y a plus important. La mort de quelqu'un, c'est bien plus important qu'un simple match. C'était très dur. Notre entraîneur avait acheté à chacune des cheerleaders de l'équipe un ballon en aluminium. Nous devions tous l'attacher à notre mégaphone. Et bien évidemment, il y en avait un pour Amy. Le mégaphone et le ballon attendaient par terre, mais toujours aucune nouvelle d'elle. Encore aujourd'hui, l'image reste gravée dans ma tête. Je vois ce ballon attaché au mégaphone, flottant dans l'air. Nous avons pulvérisé nos adversaires 47-0. Nous avions 6 victoires et 3 défaites à notre actif. Après un match pareil, nous aurions dû être aux anges au vu du score final. La victoire avait été écrasante. Mais sans Amy, ça perdait toute son importance. Après le match, mes parents et moi étions censés rentrer fêter Thanksgiving avec le reste de la famille. Mais j'étais en état de choc. J'étais tellement inquiète. Le soir, nous sommes rentrés. Je crois me souvenir que Mary Poppins passait à la télévision. Le téléphone a sonné. Mon père était à l'étage. Il a pris l'appel. Je voulais surtout pas qu'il descende au rez-de-chaussée, parce que je savais que ce serait pour m'annoncer une terrible nouvelle. Mais j'ai commencé à l'entendre descendre les escaliers.
Et il m'a dit, je dois te dire quelque chose. Et je me souviens avoir dit non. Je veux pas entendre ça. Puis il m'a dit, on l'a retrouvée, Laurel. Elle a été poignardée. C'est véritablement l'un des pires cauchemars que l'on peut vivre. Après ça, tout le monde a commencé à avoir peur. Nous étions tous très inquiets. Est-ce que quelqu'un ciblait les cheerleaders? La police de Hanovre a mené une enquête approfondie. Un couple était en train de promener son chien quand ils ont aperçu un corps qui flottait dans un bassin de rétention. Peu importe que ce soit Thanksgiving. Après avoir reçu l'appel, on s'est mobilisé. La personne qui a découvert le corps l'a trouvé flottant dans 1 mètre d'eau environ, sur le ventre et complètement habillée. On savait exactement quels vêtements elle portait quand elle a été enlevée. J'ai tout de suite compris que la victime était Amy Hoffman. Les coups de couteau qu'on lui a portés ont traversé ses vêtements et ont perforé sa poitrine. Mais sa main, elle avait pratiquement tous les doigts coupés. Amy portait un tampon. On a retrouvé des traces de liquide séminal à l'intérieur. La présence de sperme nous indiquait qu'elle avait été victime d'agression sexuelle. Elle présentait une coupure sous le nez. Ce n'est pas une blessure que l'on retrouve généralement sur les victimes de meurtre. Ce n'était pas lié. Elle ne se l'était pas faite en se défendant. Mais alors, d'où venait cette plaie? Il y a quelques jours, Amy Hoffman, 18 ans, allait à l'école, travaillait et se préparait à participer en tant que cheerleader au plus gros match de l'année. Aujourd'hui, ses camarades de classe et ses amis se demandent comment ils vont bien pouvoir lui dire au revoir, alors qu'on vient de lui ôter la vie de façon violente. Elle disait souvent qu'on était 2 filles un peu folles et sauvages. Comme dans le Saturday Night Live. On aimait seulement s'amuser. On se connaissait depuis le CE1. On était amis depuis tellement longtemps qu'Amy me considérait comme sa sœur. C'était une super amie. Avec elle, je pouvais vivre tout un tas de nouvelles expériences. Elle était toujours là, dans les bons moments comme dans les mauvais. Ça comptait énormément pour moi. Le crime était d'une telle atrocité que la plupart des policiers du nord du New Jersey commençaient à être inquiets. C'était une première. Jamais une jeune fille n'avait encore été victime d'un crime aussi horrible dans le comté de Morris. Les réservoirs n'étaient plus utilisés. Ils étaient à l'abandon. J'ignorais même leur existence. Malgré les indications qu'on m'avait données, j'ai eu du mal à les trouver. C'est pour ça que j'ai pensé que le meurtrier devait être du coin. Pendant très longtemps, on appelait cet endroit le chemin des amoureux. Il y faisait sombre. C'était un espace boisé avec très peu de passages. C'était l'endroit parfait pour flirter quand on avait 17 ou 18 ans. Ils ont pensé que c'était quelqu'un qu'elle connaissait qui l'avait emmené là-bas. C'est pour ça que la première personne qu'ils ont interrogée, c'était son petit ami, Alex. Ça a dû être extrêmement difficile pour lui de faire face à une tragédie pareille, alors qu'il était aussi jeune. Il a été interrogé par la police dans le cadre de l'enquête du meurtre de sa propre petite amie. J'ose pas imaginer. C'était stressant pour lui. Mais il tenait à elle. Je ne l'aurais jamais vu faire une chose pareille à Amy ou à qui que ce soit d'autre. Son alibi a été vérifié. Les enquêteurs l'ont innocenté.
Beaucoup d'élèves, moi y compris, ont dû sortir de classe momentanément pour être interrogés par un officier de police ou un enquêteur. Pendant au moins 1 ou 2 semaines, ça se produisait 1 à plusieurs fois par jour. Nous savions tous qu'on allait nous poser des questions, et à plusieurs reprises, sur ce qui s'était passé. À ce moment-là, on ne savait pas si elle avait été tuée par une personne qu'elle connaissait. Peut-être que quelqu'un la harcelait. Puis un jour, alors que je discutais avec les autres cheerleaders, on s'est souvenu de quelque chose en particulier. On avait l'habitude de s'entraîner dans un couloir devant le gymnase. Il y avait un téléphone public. Parfois, il se mettait à sonner, et comme on ne réfléchit pas trop à cet âge-là, nous décrochions. C'était la voix d'un homme. Il disait des choses bizarres sur les cheerleaders. Il donnait des détails précis. Il allait jusqu'à citer des noms. Elle est là? Est-ce que je peux lui parler? Comment elle est habillée aujourd'hui? Passe-la-moi. Une fois, c'est moi qui suis allée décrocher le téléphone. Et la fille dont il s'est mis à parler, c'était moi. Il savait très bien à quoi je ressemblais. Il savait où on s'entraînait. C'était comme s'il nous surveillait. On trouvait étrange qu'il nous connaisse en détail, qu'il sache à quoi on ressemblait. Et il connaissait également le numéro de téléphone, alors qu'il s'agissait d'un téléphone public dans un lycée. Lorsque j'en ai parlé aux policiers, ils ont pris la chose très au sérieux. L'entraîneur adjoint dont il est question coachait les élèves de seconde. C'était sa première année en tant qu'entraîneur. Il aidait les jeunes à développer leurs compétences au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le programme. Quand l'un des membres de mon équipe s'adressait aux cheerleaders, les gens se demandaient si ça pouvait être lui qui appelait. L'entraîneur adjoint a bien évidemment été entendu par la police. Lors de son interrogatoire, il a déclaré aux enquêteurs que le soir du 23 novembre, il avait rempli des bulletins de notes. Après, il les aurait apportés au domicile d'une autre enseignante. Mais la professeure en question a dit ne jamais avoir trouvé les bulletins. Il a également affirmé aux policiers qu'il avait dîné avec un ami, mais cet ami a contredit ces allégations et a dit ne pas l'avoir vu depuis plus d'1 an. Tout ça devenait suspect. On s'est demandé pourquoi il avait inventé toutes ces choses. Un ami à moi m'a appelé, il m'a appris que la police avait embarqué coach Kevin. Et la rumeur a commencé à se propager. Je lui parlais régulièrement. Nous le connaissions tous. Ça faisait vraiment très bizarre de se dire que c'était peut-être lui, le meurtrier d'Amy. Quand j'ai appris qu'il était dans le viseur de la police, je me suis sentie très vulnérable. Ses alibis étaient quelque peu incohérents. En plus de ça, il avait été prouvé qu'il était à l'origine des appels téléphoniques passés aux cheerleaders du lycée. Alors, les enquêteurs ont commencé à chercher ce qui pouvait bien le relier au meurtre d'Amy Hoffman. Il était important d'obtenir un portrait robot détaillé de l'agresseur présumé dans l'affaire du meurtre d'Amy. Les policiers se sont rendus au Morris County Mall. Ils ont obtenu des informations par l'intermédiaire des employés du centre commercial. Le soir où Amy Hoffman a été enlevée, ils avaient vu un homme louche dans une voiture. Ils ont eu peur. Il avait un visage effrayant. Il aurait pu jouer Freddy Krueger, le personnage de film d'horreur. Ils ont décrit l'homme en question. Il avait des cheveux bruns et bouclés. Certains employés ont déclaré que la voiture qu'ils avaient aperçue était une Chevrolet bleu-verte datant de 1970. La carrosserie présentait des dégâts sur 2 côtés différents. Alors tout le monde s'est mis à la recherche de cette fameuse voiture.
On nous appelait pour signaler des véhicules. Même si la voiture était vert clair avec un toit en vinyle foncé, on nous signalait quand même des véhicules bleus, jaunes, rouges, bordeaux. Et nous n'étions pas les seuls. Le comté de Morris compte 39 municipalités. Tous les services de police ont reçu des appels. J'ai procédé à l'examination du véhicule de l'entraîneur. J'ai cherché tout ce qui pouvait relier la voiture à Amy Hoffman. Mais il s'agissait d'un modèle de couleur foncée. Ce n'était pas non plus une Chevrolet. Il n'avait pas un visage effrayant. Et il ne correspondait pas à la description qu'avaient faite les employés. Il y a une réelle différence entre passer des appels téléphoniques anonymes obscènes à une équipe de cheerleaders, donner des alibis douteux et assassiner une jeune femme de sang-froid. Cette piste n'a finalement mené à rien. On nous a appris que ce n'était pas l'entraîneur adjoint de l'équipe de football. Il n'avait rien à voir avec le meurtre d'Amy. C'était un soulagement. Mais il avait quand même une espèce de fascination perverse pour les cheerleaders. Quand j'y repense aujourd'hui, je m'en rends compte. Il s'est passé quelque chose vers 4 heures du matin, sur une aire de repos près de la ville d'Alamuchi, à la sortie de la route 80. Le lieu était désert et plongé dans une obscurité presque totale. Un routier se reposait, quand tout à coup, une jeune femme en état de grande détresse après avoir reçu des coups de couteau est venue frapper à sa portière. En la voyant, il a immédiatement contacté les secours. Elle lui a dit « Je suis en train de mourir, je le sens ». Elle voulait lui donner toutes les informations qu'elle avait. Elle lui a donné son nom, Deirdre O'Brien. Elle lui a décrit son agresseur. Elle a dit qu'il était grand et de corpulence mince, qu'il avait une barbe et une grosse masse de cheveux. Un médecin l'a déclarée morte. C'était évident. Elle avait utilisé ses dernières forces pour s'assurer qu'on sache qui lui avait fait ça. J'ai beaucoup parlé à sa famille et notamment à son père. Ils m'ont raconté quel genre de personne elle était. Elle avait tout l'air d'être une jeune femme absolument fantastique. Elle était drôle, très intelligente. Elle semblait pleine de vie. Le routier a aperçu une voiture quittant le parking de l'aire de repos. Étant tout le temps sur la route, il s'y connaissait en voiture. Il a donc donné une description précise du véhicule. Nous recherchions un suspect qui conduisait un modèle ancien de chez Chevrolet. La description faite par le témoin correspondait à la voiture utilisée par le meurtrier présumé d'Amy Hoffman. Je me souviens que le suspect avait sévi dans une partie non fréquentée du relais routier. Les chauffeurs n'avaient pas l'habitude de garer leurs camions à cet endroit-là. Elle est parvenue à marcher tant bien que mal jusqu'à la portière du routier. On a retrouvé une traînée de son sang tout au long de son trajet jusqu'au camion. La traînée de sang qui se trouvait sur l'aire de repos s'étendait sur 45 mètres environ. La police pouvait donc déduire où se trouvait probablement la voiture de l'agresseur de Deirdre O'Brien. C'était dans un endroit sombre. À 45 mètres de distance du lieu du crime, personne n'aurait pu être en capacité de voir ce qui était en train de se passer. Après l'avoir poignardée, il l'a jetée de la voiture puis s'est dirigé vers la sortie de l'aire de repos. Tout était calculé. Il était déjà venu sur les lieux et il savait où se garer pour pouvoir s'enfuir rapidement. Des traces de sperme ont été trouvées. Il s'agissait bel et bien d'une agression sexuelle. Le corps ne présentait aucune blessure de défense. Cela permettait de conclure que l'agression avait été rapide. En d'autres termes, Deirdre O'Brien n'a pas eu la possibilité de se défendre au vu du caractère soudain de l'agression.
Après ce nouveau crime, la police s'est mise à chercher le lien entre les deux femmes qui avaient été assassinées, Amy et Deirdre. Amy était cheerleader et elle était encore au lycée. Quant à Deirdre, elle n'était pas cheerleader et elle venait tout juste de finir l'université. Tout ce qui les reliait, c'était la façon dont elles avaient été tuées. Les policiers avaient fait une découverte vers 2 heures du matin cette nuit-là, avant que l'homicide de Deirdre O'Brien n'ait eu lieu. Ils avaient trouvé une voiture abandonnée. Elle se trouvait à 25 ou 27 km de l'aire de repos. Ils sont parvenus à déterminer qu'il s'agissait bien du véhicule de Deirdre. Le moteur était coupé, mais les phares étaient allumés et la clé était sur le contact. La voiture ne présentait aucun dégât. Elle avait été abandonnée. Le portefeuille de Deirdre se trouvait sur le siège avant, à la même place que celui d'Amy Hoffman. Un tueur en série sévissait dans la région. Les gens étaient complètement morts de peur. Il fallait absolument l'attraper avant qu'il ne se perfectionne et fasse de nouvelles victimes. C'est ce qui se passe généralement avec les tueurs en série. Plus ils tuent, plus ils deviennent rusés. Les habitants du comté de Morris craignent qu'un tueur en série sévisse dans la région. Une deuxième femme a été retrouvée assassinée 2 semaines après le meurtre d'Amy Hoffman. Après le meurtre de Deirdre O'Brien, la situation a pris un autre tournant dans le comté de Morris et dans tout le New Jersey. La mort d'Amy, c'était une chose. Mais après celle de Deirdre, les forces de l'ordre ont commencé à véritablement ressentir la pression sur leurs épaules. Elles voulaient absolument arrêter ce meurtrier avant qu'une 3e victime ne soit à déplorer. Je ne vais nulle part sans mon mari. Je fais même les courses de Noël en journée sur ma pause déjeuner. Il y avait beaucoup de peur et d'appréhension dans l'air. Beaucoup de femmes se sont empressées d'aller acheter des sprays au poivre ou des bombes lacrymogènes. Je vérifie qu'il n'y a personne dans ma voiture. Je verrouille les portières et je porte un couteau sur moi. Ils ne s'en prenaient pas seulement aux cheerleaders. Même si la ville était proche de New York, le comté de Morris était une région plutôt sûre avant que ces crimes commencent à se produire. Toutes sortes de rumeurs circulaient. Il était possible que l'homme qui avait enlevé Amy et Deirdre se faisait passer pour un agent des forces de l'ordre et qu'il circulait dans une voiture munie d'un gyrophare bleu. Cet individu se faisait passer pour un officier de police. L'ensemble des policiers de la région étaient révoltés qu'il puisse faire ça. À partir de ce moment-là, ils l'ont pris personnellement. La police a conseillé les habitants. S'ils conduisaient seuls et qu'une voiture de police avec un gyrophare essayait de les arrêter, il ne fallait surtout pas le faire, et encore moins s'il faisait nuit. Le véhicule de Deirdre O'Brien n'était pas sur la route. Il était garé dans l'herbe, sur le bas-côté. Quand la voiture du suspect l'a forcé à quitter la route, elle a arraché de l'herbe. Et au passage, elle a laissé une magnifique trace de pneus sur le sol humide. On recherchait un modèle de Chevrolet datant des années 1970. Et grâce à cette trace, on savait que le motif des pneus était en forme de Z. Ce n'était pas chose courante. J'ai ensuite essayé d'identifier le pneu. Je me suis rendu dans des casses et devant des centres commerciaux. Un jour, la police a reçu un appel pour signaler un individu étrange qui tournait autour de voitures. Cette personne, c'était moi. J'ai trouvé des pneus avec ce motif en Z, mais ils ne présentaient pas les mêmes traces d'usure. Si j'arrivais à retrouver ce pneu, je démasquais le meurtrier. Il y a eu du nouveau dans l'enquête le soir du 16 janvier. Je crois qu'il était aux alentours de 23h30 quand la police de Morristown a reçu un appel. Il s'agissait d'un certain James Kedadich, un habitant de Morristown. Il souhaitait signaler qu'il venait de se faire poignarder par un inconnu.
Je me suis rendu en camionnette à l'adresse indiquée, sur Harrison Street. Monsieur Kedaditch se trouvait dans la cuisine de son domicile, appuyé contre l'évier. Il m'a dit qu'il conduisait quand il a été arrêté sur Mendham Road, une route un peu à l'extérieur de Morristown. Le véhicule était muni d'un gyrophare bleu. D'après ses dires, un individu était sorti de la voiture. Puis, il s'était approché de lui. L'homme en question n'a pas décliné son identité ni montré sa plaque. Il ne portait ni uniforme ni arme. Monsieur Kedaditch a déclaré qu'il l'a soudainement poignardé avec un objet tranchant. Je lui ai donc demandé où il avait été poignardé. Il m'a montré ses plaies. Grâce à ma formation d'ambulancier, j'ai pu déterminer qu'il s'agissait de blessures par perforation. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait aucun saignement. Il avait l'air nerveux. Il transpirait beaucoup et se montrait particulièrement agité lorsqu'il répondait à mes questions. Il semblait sous le choc. C'est vrai que ça aurait pu expliquer le fait qu'il transpirait abondamment et qu'il était aussi agité. Mais il semblait s'être tout juste rasé le crâne. Personne ne se rasait complètement la tête à cette époque-là. C'est une des choses qui m'ont paru bizarres dans toute son histoire. Les secouristes l'ont mis sur une civière et l'ont descendu dans l'entrée. Je me tenais à côté de lui. Puis j'ai remarqué une voiture garée devant. Il s'agissait d'une Chevrolet de couleur vert clair. Le toit était en vinyle foncé. Alors j'ai fait le rapprochement. On a immédiatement sécurisé le périmètre. Si c'était bel et bien la voiture du meurtrier, il pouvait y avoir des preuves à l'intérieur et autour du véhicule. Le lendemain matin, alors qu'il était à l'hôpital, les policiers ont interrogé Kedaditch. Selon lui, son agresseur mesurait 1,72 m environ et il était de corpulence mince. Ce n'était pas du tout la description qu'il avait donnée la veille. Il a donné le même type de description physique que l'on retrouvait dans les journaux locaux, celle du meurtrier présumé des deux jeunes femmes. Une description physique qui, au passage, correspondait à la sienne. Le sergent Kinnecom du bureau du shérif s'est rendu à Morris Township. Il voulait absolument examiner le véhicule en question. Et il m'a dit, « C'est pas vrai, j'ai cherché cette voiture absolument partout. J'ai l'impression qu'elle correspond. » J'étais tellement heureux d'avoir trouvé ce fameux pneu. Mais c'était aussi très effrayant. J'allais devoir contacter tout le monde, les forces de l'ordre, la police d'État, le procureur. Je devais être sûr à 100% de mon coup. Je me suis rendu sur les lieux, je suis entré dans le garage, ça m'a pris à peine 5 minutes. Je savais que c'était elle. Un modèle ancien de Chevrolet bleu-vert. Et qu'est-ce que je vois? Le pneu arrière droit présente des motifs en Z et les mêmes traces d'usure. C'était la voiture que je cherchais. C'était le bon modèle de véhicule et le bon pneu. Nous avons obtenu un mandat et le travail a commencé. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. On savait désormais que Kedaditch était un suspect et non une victime. On s'est alors informé sur son passé criminel. Il s'avère qu'il avait été condamné pour meurtre en Floride. Il avait passé 15 ans de sa vie derrière les barreaux. Nous avons appris que Kedaditch avait été éligible à une libération conditionnelle au bout de 10 ans passés en prison. Mais il avait décidé de ne pas sortir à ce moment-là, alors qu'il en avait l'occasion. Il avait décidé de rester 1 année de plus. Il n'avait pas demandé de liberté conditionnelle, de liberté surveillée ou une quelconque supervision. Il n'avait fait aucune demande de ce type. On ne voit pas ça souvent. C'est rare qu'un détenu préfère rester 1 an supplémentaire en prison plutôt que d'être libéré en avance. Mais c'est ce qu'il avait fait. Nous avons demandé à un expert d'examiner les motifs du pneu qui l'incriminait.
Après un examen minutieux, il a finalement trouvé pas moins de 16 points de concordance. Ils correspondaient avec ceux de l'empreinte retrouvée près de la voiture de Deirdre O'Brien. Selon lui, c'était le seul pneu au monde qui pouvait correspondre à la voiture que nous recherchions. Cela ne pouvait être que ce pneu. Des fibres de vêtements ont été trouvées. Certaines appartenaient aux habits d'Amy Hoffman, d'autres à ceux de Deirdre O'Brien. Nous avons donc pu conclure que les deux femmes étaient montées dans cette voiture, malgré les 2 semaines qui séparaient leurs meurtres respectifs. Bingo! Nous avions trouvé l'homme que nous recherchions. Il y a quelques mois, James Kedadich s'était installé à Morristown, dans le New Jersey, après avoir passé plus de 10 ans dans une prison de Floride. Aujourd'hui, le voilà de nouveau derrière les barreaux, encore une fois accusé de meurtre. Je n'avais encore jamais entendu son nom avant ça. D'où est-ce qu'il venait? Pourquoi Amy et Deirdre? On ne savait plus quoi penser. Je ne savais pas ce qui s'était passé en Floride. Je l'ignore encore. Il a été libéré après avoir purgé une courte peine. Une courte peine pour meurtre? Je ne savais pas. Comment c'est possible? Comment? Je veux pas pleurer. James Kedadich avait été libéré de prison et était venu s'installer dans le comté de Morris. Il a commencé à bien connaître la région. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il a commis le meurtre d'Amy Hoffman. C'était une véritable tragédie. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, il m'a semblé que M. Kedadich s'était lui-même asséné ses coups de couteau. Je l'ai deviné au vu de l'angle des blessures. Ça m'avait paru très étrange. Je pense que s'il a fait ça, c'est parce qu'il sentait que les policiers étaient à ses trousses et commençaient à se rapprocher dangereusement de lui. Nous pensons qu'il a essayé de faire croire que son agresseur était le même homme qui s'en était pris à Deirdre O'Brien et Amy Hoffman. Il a décrit l'apparence de l'individu avec les mêmes termes que l'on pouvait retrouver partout dans les journaux. Cette description physique se rapprochait d'ailleurs énormément de la sienne. Il a pensé qu'avec ce stratagème, les policiers allaient croire que l'individu qui l'avait attaqué était la même personne qui avait tué les 2 jeunes femmes peu de temps auparavant. Il y avait une petite entaille sous le nez d'Amy. Je pense qu'il la lui a faite pour la menacer. Voilà comment ça s'est passé. Amy est montée dans la voiture. James Kedadich avait un couteau. Il l'a mis sous son nez et l'a menacée. Elle était paralysée par la peur. C'était ce qu'il cherchait. Je pense qu'Amy Hoffman a tenté de se défendre. Elle a dû attraper le couteau pour essayer de se protéger. Il a retiré le couteau, ce qui a eu pour effet de lui trancher presque entièrement les doigts. J'avais 18 ans quand on m'a demandé de témoigner. Les procureurs sont venus me voir pour savoir ce qu'Amy avait bien pu faire juste avant d'être enlevée. C'était stressant. James Kedadich était assis en face de moi dans la salle d'audience. Il m'a regardé droit dans les yeux. On aurait dit qu'il n'avait pas d'âme. Il ne montrait aucun remords, aucune émotion. Rien. À cette époque, l'État du New Jersey réclamait la peine de mort pour les auteurs d'homicides, d'enlèvement et d'agressions sexuelles. Le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à mort pour meurtre. Mais en 1988, la Cour suprême du New Jersey est revenue sur le jugement. Elle a pris la décision d'annuler sa condamnation à mort. À la place, Kedadich a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, enlèvement et agression sexuelle.
Dans l'affaire Deirdre O'Brien, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Cette fois, le jury a refusé de le condamner à mort. Il a été condamné à 30 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation. Même s'il ne risquait plus la peine de mort, ça a été quand même un très grand soulagement pour tout le monde. Désormais, on savait qu'il allait rester en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'était un tueur en série. Heureusement, Kedadic a été rapidement arrêté. Sinon, Amy Hoffman et Deirdre O'Brien n'auraient pas été les deux seules victimes à déplorer. L'affaire était classée. On n'a pas rendu de grand hommage pour Amy lors d'un match. Ça n'aurait rien changé. Sa famille avait perdu l'un de ses membres, les cheerleaders l'une de leurs amies et la communauté l'une de leurs concitoyennes. Il était tout bonnement impossible de remplacer cette personne que les gens aimaient et dont ils se souciaient. Le plus terrible dans tout ça, c'est que ces deux jeunes femmes ne reviendront jamais. Est-ce qu'on se sent mieux parce qu'ils ont attrapé leur meurtrier? Oui. Est-ce que ça fait une vraie différence? Pas vraiment. Ces filles sont mortes. Normalement, aucun ado n'a envie que sa dernière année se termine. On ne veut pas jouer notre dernier match de Thanksgiving et quitter le lycée. Mais nous avions hâte. Nous étions pressés d'obtenir notre diplôme. On voulait tourner la page et aller de l'avant. Mais on ne pourra jamais oublier. Je me souviens d'une chose. Un jour, j'étais dans un bar à l'université avec une amie que j'avais en commun avec Amy. Et une chanson est passée. Amy. Vous la connaissez? Amy, what you wanna do? On a toutes les deux fondu en larmes en pensant à elle. J'arrive pas à trouver les mots. C'était une personne formidable. C'était une super amie. On lui a volé son avenir. Ça n'aurait jamais dû arriver.